Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui sont venus là ce soir, ça fait plaisir, et à tous ceux qui se connectent également en distanciel. Donc ce soir, c'est une conférence sur la prévention des cancers gynécologiques. Je pense que tous ceux qui sont là sont concernés soit directement, soit indirectement par leur profession à ces cancers, qui restent des cancers quand même importants dans la prise en charge, avec parfois des difficultés diagnostiques, surtout pour nos sages-femmes ou nos gynécologues ou nos médecins qui sont en ville. On sait qu'il n'y a plus beaucoup de gynécologues en ville et donc on est tous acteurs dans le dépistage. Alors, je suis désolée, j'ai un gros rhume, donc j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire, parce que je parle beaucoup du nez là. Un grand merci à nos partenaires MSD, Pharma, Pfizer, AbbVie, AstraZeneca et GSK pour nous aider dans la réalisation de cette soirée. Alors, au programme, on a coupé cette soirée en 3 parties. En première partie, nous parlerons du dépistage et de la colposcopie avec le docteur Drouillet, qui est là. En deuxième partie, nous ferons la vaccination et les papillomavirus avec le docteur Plazia, qui sont deux gynécologues médicaux qui travaillent ici au centre depuis maintenant plusieurs années et qui nous aident dans le diagnostic et la découverte de ces cancers, et également dans le suivi des cancers. Donc une fois que la maladie est traitée, ils assurent également la surveillance de nos patientes. Et puis je terminerai par les signes d'alerte. Alors ça sera un topo assez général. Le principe, c'est que vous repartiez quand même avec des idées à peu près claires sur ce qu'il faut faire et comment dépister les choses. Voilà. Ce que je vous demanderai, donc on va essayer de faire d'abord tous les topos, si vous êtes d'accord, et puis on posera les questions à la fin, ce qui nous évite d'être coupés, et puis parfois vous avez la réponse au fur et à mesure des topos. Et donc n'hésitez pas peut-être à noter vos questions en cours de conférence et à nous les poser à la fin, parce que souvent à la fin on oublie la question qui était venue, quoi. Voilà. Voilà, donc je laisse la place au docteur Drouillet qui va vous exposer prévention, dépistage et colposcopie. Bonsoir, du coup je suis Aurélien Drouillet, je suis gynécologue médical et donc je travaille à Becquerel et j'ai aussi une activité d'oncologie à l'hôpital Jacques Monod au Havre. Donc en introduction, quelques chiffres sur le papillomavirus. Donc le papillomavirus, c'est une infection qui est sexuellement transmissible, qui est très fréquente puisque près de 80% des hommes et des femmes seront en contact avec ce virus dans leur vie. Il en existe plus de 200 et 12 sont oncogènes, donc sont responsables de lésions potentiellement cancéreuses. Chaque année en France, il existe 6400 nouveaux cas de cancer liés au papillomavirus qui pourront être des cancers du col de l'utérus, mais également d'autres cancers, notamment au niveau de la vulve, du vagin, du canal anal, des voies aérodigestives supérieures ou du pénis. La vaccination, c'est donc le seul moyen de prévenir ces infections liées au papillomavirus, et il y aura un topo du docteur Plazia à ce propos. Donc le cancer du col, c'est 3000 nouveaux cas de cancer par an en France, qui ont fait la 11e cause de cancer chez la femme, et c'est 1100 décès par an qui sont potentiellement évitables avec la vaccination et le dépistage. Quels sont les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus? Ce sont donc les facteurs qui favorisent l'infection au papillomavirus. Donc, comme on l'a dit, c'est une infection qui est sexuellement transmissible. Donc, ce sont les rapports sexuels précoces, les partenaires multiples. Ce sont les facteurs qui diminuent le système immunitaire, puisque le papillomavirus est censé être éliminé par le système immunitaire. C'est donc le cas du tabac ou de l'immunodépression, qui peut être lié soit à des maladies comme le VIH, à des traitements immunosuppresseurs, à des traitements immunomodulateurs. Et enfin, c'est le type d'HPV, puisque les HPV 16 et 18 sont les plus pourvoyeurs de cancer. Donc,
la cancérogénèse du cancer du col de l'utérus, comment ça se passe? Donc, on a à l'adolescence un col qui peut être un peu fragilisé avec ce qu'on appelle un ectropion, donc une éversion du col qui est fragilisé par les dysovulations, les problèmes d'ovulation, la pilule, etc. Et sur ce col fragilisé arrive la période des premiers rapports, avec des rapports qui sont plus à risque à cet âge et qui sont plus favorables, plus propices à une infection par le papillomavirus. Donc, dans l'immense majorité des cas, dans plus de 80% des cas, ce papillomavirus sera éliminé dans les 2 ans après l'infection, totalement naturellement par le système immunitaire. Mais parfois, ce papillomavirus peut s'accrocher un peu, persister et donner des lésions sur le col qui peuvent être initialement des lésions de bas grade. C'est ce qu'on voit en deuxième partie avec les lésions de type CIN1 ou LSIL pour les frottis de bas grade, qui sont des lésions qui régressent toutes seules dans l'immense majorité des cas et qui, si elles persistent sur quelques mois, années, peuvent se transformer en lésions de haut grade, qui sont les lésions de type CIN2 et 3 ou HSIL sur le frottis. Ces lésions de haut grade, ce sont des lésions qui sont précancéreuses et donc qu'on préconise la plupart du temps de retirer avec une petite intervention qui s'appelle la conisation, où on enlève un petit cône du col de l'utérus. C'est une intervention qui est relativement bénigne, qui est faite par les chirurgiens ici à Becquerel par exemple. On les enlève parce que ces lésions précancéreuses sont susceptibles de se transformer en cancer. Et c'est une histoire qui met plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc, le dépistage. Donc, concernant le cancer du col, on a la prévention primaire, donc avant l'infection par le papillomavirus, c'est la vaccination, donc qui sera le sujet d'un topo. On a la prévention secondaire, c'est le dépistage qu'on va évoquer. Et enfin, la prévention tertiaire, qui est le suivi après les lésions précancéreuses ou les cancers. Donc, concernant la prévention secondaire, le dépistage, on a le dépistage organisé du col de l'utérus depuis maintenant quelques années. Donc, les femmes sont censées recevoir cette petite plaquette par courrier par la Sécurité sociale qui les invite à faire le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire un frottis. Ça se fait soit chez le gynécologue, la sage-femme ou le médecin traitant. Donc c'est un examen gynécologique avec un spéculum et la petite brosse bleue qu'on voit sur la photo où on frotte les cellules superficielles du col. Dans ce dépistage organisé, il y a 2 parties de la vie. Avant 30 ans, donc entre 25 et 30 ans, c'est un premier frottis donc à 25 ans. Donc quand je dis frottis, c'est une cytologie, l'analyse des cellules, donc à 25 ans, puis 1 an plus tard s'il est normal, puis tous les 3 ans jusqu'à 30 ans. Après 30 ans, entre 30 et 65 ans, on fait un test du papillomavirus. C'est le même prélèvement, mais on recherche directement le papillomavirus sur l'analyse. Donc ça, c'est pour le dépistage organisé. Pour le dépistage individuel, c'est-à-dire les cas particuliers, en cas de traitement immunosuppresseur par exemple, il y aura une indication à effectuer une cytologie annuelle ou un test du papillomavirus tous les 3 ans. En cas d'antécédent de lésions de haut grade avec un traitement par conisation, il y a une indication à faire un test HPV tous les 3 ans à vie, donc sans s'arrêter à 65 ans. En cas d'anomalie de ces frottis ou en cas de symptômes, par exemple un col suspect à l'examen ou des saignements après les rapports, il existe une indication à faire un examen complémentaire qui s'appelle une colposcopie. Donc les indications de la colposcopie, avant 30 ans, c'est un frottis anormal. En fait, avant 30 ans, si on a un frottis qui est normal, on a un contrôle à 3 ans, on a dit. Si on a un frottis qui est de bas grade, de haut grade ou avec suspicion de haut grade, il y a une indication à une colposcopie d'emblée. Si on a un frottis qui est de signification indéterminée, donc ascus ou avec atypie des cellules glandulaires AGC, il y a un test HPV, donc une recherche du papillomavirus qui est effectuée sur le même prélèvement. S'il n'y a pas de papillomavirus, on contrôle le frottis à 3 ans. S'il y a du papillomavirus, on fera dans ces cas-là une colposcopie. Après 30 ans, soit il n'y a pas de papillomavirus, auquel cas on contrôle à 5 ans, soit il y a du papillomavirus qui est présent, alors sur ce même prélèvement, l'analyse des cellules est effectuée. Soit les cellules sont normales, auquel cas on recontrôle le test du papillomavirus à 1 an.
S'il persiste, on fait une colposcopie. S'il n'est plus là, on recontrôle à 5 ans. En cas d'anomalie des cellules, il y a une indication à une colposcopie d'emblée. La colposcopie, comment ça se passe? Alors ici à Becquerel, avant même l'examen, les patientes reçoivent à la maison une feuille d'antécédent qu'on leur demande de remplir avant la consultation et une fiche explicative sur l'examen, où elles ont le détail du déroulé de l'examen. Donc la première partie de la consultation, c'est un interrogatoire, des informations sur le papillomavirus, la prévention. On les incite à arrêter de fumer si elles fument. Ensuite, on passe à la partie examen clinique, où c'est un examen au spéculum, et on regarde avec une loupe. Avec la loupe, on regarde tout d'abord sans préparation. On peut voir des anomalies, par exemple une rougeur, une déformation du col. Ensuite, on applique un premier colorant avec des petits cotons qui s'appelle l'acide acétique, qui est un colorant transparent, mais qui peut chauffer, voire picoter un peu. Et ce colorant permet de mettre en lumière, de rendre acidophile, de rendre blanc des zones suspectes. Et ça permet de voir également mieux parfois des vaisseaux et des anomalies. Enfin, dans un troisième temps, on met le deuxième colorant qui est le Lugol, qui est un colorant qui est marron, couleur bétadine, qui ne fait pas de symptômes particuliers, qui ne pique pas, et qui permet de confirmer ce qu'on a vu avec l'acide acétique et de mettre en lumière donc, les zones suspectes. À l'issue de cet examen, on peut classifier notre col avec les tag 1, tag 2, tag 3. En fait, grosso modo, on dit s'il y a une zone suspecte ou pas. En cas de zone suspecte, on peut être amené à faire un ou plusieurs prélèvements, des petites biopsies sur le col qu'on enverra en analyse NAPAT. Et on aura les résultats en 15 jours, 3 semaines. Avec ces résultats, on appellera la patiente pour lui dire soit c'est normal, pas d'inquiétude, et auquel cas on contrôle le frottis ou l'HPV à 1 an selon son âge, soit il y a une lésion de haut grade, auquel cas on les adressera à nos collègues chirurgiens. Donc quelques images de colposcopie. Ici, on a un col qui est tout à fait normal, avec à gauche sans préparation, sans colorant, où on voit l'orifice du col qui est tout à fait normal. Avec l'acide acétique, on n'a pas de zone blanche suspecte. Et au Lugol, ça colore donc en marron les zones normales. Donc on a un col qui est tout à fait normal. Ici, on a une zone un peu rouge centrale, sans préparation, qui blanchit. On voit bien les papilles au centre à l'acide acétique. Ça, c'est un ectropion. C'est le col typique d'une adolescente. Voilà. Là, c'est un plus gros ectropion. C'est la même chose, mais en plus volumineux. Et c'est des cols qui sont un peu fragilisés, qui sont plus susceptibles d'être infectés par le papillomavirus. Ici, on a un col qui est rouge sans préparation. À l'acide acétique, on a une zone acidophile qui est très épaisse sur la partie supérieure, là, à midi, avec des petits vaisseaux atypiques. Et quand on met le deuxième colorant, le Lugol, on voit que c'est jaune, plus épais sur cette zone à midi où il y a les vaisseaux. Et c'est là où il faut aller biopsier. C'est là où ça nous répondra que c'est une lésion de haut grade. Ici, enfin, c'est un cancer du col, avec une lésion qui est bourgeonnante, qui est saignante, avec quasiment pas de prise des colorants. Et ça, c'est un col qu'il faut biopsier parce qu'on sait déjà, rien qu'en le voyant, que c'est un cancer du col. Donc c'est pareil, si les sages-femmes ou les médecins traitants voyaient des cols comme ça, il faut nous les adresser d'emblée sans faire de frottis. Parce que parfois, on voit des frottis normaux sur des cancers du col, ça peut arriver, ou des frottis ascus. Donc après la colposcopie, donc si elle est normale, on a dit frottis à 1 an si la patiente a moins de 30 ans, ou test HPV à 1 an si la patiente a plus de 30 ans, et c'est à 1 an de la colposcopie et pas à 1 an du frottis, pour laisser le temps à ce papillomavirus de partir. Enfin, si on a, après conisation, donc si on a eu une lésion de haut grade qui a été conisée, il y aura un contrôle du test HPV qui sera à faire 6 mois après la chirurgie. Alors, un petit mot sur les autres cancers HPV induits. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont dans le monde. On a donc 23 000 cancers du col de l'utérus dans le monde, des cancers ORL qui sont plus fréquemment liés à l'HPV, donc chez l'homme que chez la femme, du canal anal qui est plus fréquent également chez la femme que chez l'homme, vulve et vagin, et des cancers du pénis. Un petit mot sur les cancers des voies aérodigestives supérieures. C'est 15 000 personnes par an en France, dont 3 000 sont liées à l'HPV, notamment au niveau de l'oropharynx, de l'amygdale, avec un pronostic souvent sombre du fait d'un diagnostic
tardif, puisqu'on a des symptômes qui sont un peu bâtards, souvent ignorés, banalisés, et qui font qu'on a un diagnostic qui est tardif, alors qu'on sait qu'à un stade précoce, on a une bonne survie pour ces cancers. Une question qu'on nous pose souvent, c'est si on a une patiente qui est infectée par le papillomavirus, est-ce qu'il y a un dépistage à faire chez son conjoint, notamment au niveau ORL, etc. C'est une question qu'on a retrouvée dans quelques études. Finalement, l'incidence entre la co-infection entre le col et l'ORL est relativement rare et il n'existe pas de dépistage particulier au niveau ORL, donc pas d'indication à un dépistage en tout cas organisé, mais en cas de symptômes, bien sûr, il faudra consulter. En conclusion, l'infection par les virus HPV au risque, ça touche les hommes mais également les femmes, les organes génitaux, mais pas que, ça touche également la sphère anale, la sphère ORL. Et donc le dépistage est indispensable. On sait qu'on a moins de la moitié des femmes qui font leur frottis, malgré les courriers de la sécurité sociale, etc. Donc c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Finalement, c'est seulement la vaccination, la prévention primaire, qui permettra de réduire la circulation des papillomavirus et donc les cancers qui sont liés à ce papillomavirus. Et donc, c'est le prochain sujet, c'est Madame Plazia. Alors, du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Mariam Plazia, gynécologue ici au Centre Henri Becquerel. Et du coup, je vais vous parler de la vaccination. Alors déjà, pour commencer, donc ça a déjà été dit plusieurs fois depuis le début de la conférence. L'HPV, c'est un virus qui se transmet sexuellement et c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Drouillet, on estime qu'il y a environ 200 souches qui existent du papillomavirus et il y en a à peu près une quarantaine qui vont spécifiquement toucher la sphère génitale. À peu près 70 à 80% des personnes qui ont déjà eu un rapport sexuel au cours de leur vie seront infectées par le papillomavirus au moins une fois dans leur vie. Donc c'est quand même assez fréquent. C'est un virus qui est très contagieux, dont on a une transmission qui est d'environ 60%. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une infection sexuellement transmissible. Donc du coup, par définition, ça se transmet lors des rapports sexuels. Mais on n'a pas besoin d'avoir un rapport avec pénétration. Le simple contact entre deux muqueuses, peau muqueuse ou peau à peau, permet au virus de circuler. Et malheureusement, les préservatifs ne protègent que partiellement contre l'HPV. Donc finalement, on n'a pas trop de moyens de prévention. Si on a du coup la vaccination, mais les préservatifs ne protègent que partiellement. C'est une infection qui est beaucoup plus fréquente au début de l'activité génitale. Dans la tranche d'âge des 18-24 ans, on a à peu près une prévalence de 25 à 30% de papillomavirus, contrairement à la tranche d'âge, donc à plus de 25 ans, où là, ça redescend plutôt à 10 à 5% de prévalence. Donc c'est une infection qui est le plus souvent asymptomatique. Il y a très peu de symptômes, pas de symptômes. Dans certains cas, il y a la présence de condylomes. Donc en fait, ce sont les petites verrues, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des petites verrues génitales qu'on voit ici sur la vulve. C'est bénin, c'est gênant, mais c'est finalement bénin. Et ça concerne surtout les HPV qu'on dit à bas risque oncogène, c'est-à-dire ceux qui sont à faible risque de développer, de se transformer en cancer. Alors là, donc tout à l'heure, le docteur Drouillet a parlé de l'histoire naturelle du virus. Je vais juste en remettre une petite couche. Au moment de l'infection, donc que vous avez tout à gauche, à l'instant T0, finalement, quand on examine une patiente, son col est strictement normal. On n'a aucun moyen de dire cette patiente est infectée. Et dans 80% des cas, à 12 à 24 mois, finalement, le système immunitaire permet d'éliminer ce virus. Dans les 20% restants, malheureusement, ça va se transformer en une lésion qu'on dit de bas grade. Le bas grade, c'est une lésion qui est bénigne, mais ça correspond à un début de transformation des cellules du col de l'utérus. À ce moment-là, quand on fait un examen clinique, le col de la patiente reste strictement normal. Il n'y a aucun moyen, juste à l'examen clinique, de détecter des lésions de bas grade. Dans 70% des cas, ces lésions de bas grade vont régresser.
Mais dans 30% des cas, soit ça va rester en bas grade, soit elles vont évoluer en haut grade. Le haut grade qui sont des lésions précancéreuses. Pareil, encore une fois, à l'œil nu, on ne voit rien. Donc c'est vraiment assez insidieux. Et ces lésions de haut grade, dans 5 à 10% des cas, elles peuvent évoluer en cancer du col de l'utérus. Alors le cancer du col de l'utérus, pour le coup, là, ce sera le topo du docteur Poteau. On voit vraiment à l'examen clinique, en fait, on voit une lésion bourgeonnante qui saigne au contact, etc. Dans les facteurs de risque, ça a déjà été dit, j'en remets aussi une petite couche. Comme c'est le système immunitaire des patientes qui vont éliminer le virus, dès qu'on a une altération de ce système immunitaire qui soit inné ou acquis par des traitements, par exemple la chimiothérapie, des traitements immunosuppresseurs, du coup on est plus à risque de développer des lésions précancéreuses, voire des cancers du col de l'utérus. Et aussi, je remets une petite couche sur le tabac. Le tabac inhibe le système immunitaire, donc du coup pour les patientes fumeuses, il y a plus de risques d'avoir des lésions induites par le papillomavirus. Et dans les autres facteurs de risque, le type de papillomavirus. Donc là, je vous ai mis les HPV qu'on dit à haut risque oncogène, donc ceux qui sont le plus à même de développer des lésions du col allant jusqu'au cancer du col de l'utérus, avec les plus virulents qui sont l'HPV numéro 16 et le 18. Donc finalement, en haut de ce schéma, on voit qu'entre le moment de l'infection et le moment du cancer, il se passe à peu près 10 à 15 ans. Donc c'est assez long et nous, ça nous permet, en fait, on peut agir à différents moments pour éviter d'arriver jusqu'à l'apparition du cancer. Donc avant l'infection par la vaccination, donc je parlais un peu plus en détail tout à l'heure, et puis après, grâce au dépistage avec la détection précoce des lésions de bas grade et de haut grade. Donc là, les chiffres, on a déjà parlé tout à l'heure. Il y a à peu près 6400 nouveaux cas de cancer HPV induit par an en France. Ça correspond à peu près à 630 000 nouveaux cas par an dans le monde. Ça touche les hommes et les femmes, plusieurs localisations, donc l'anus, le pénis, la sphère ORL, la vulve, le vagin, et notamment le cancer du col de l'utérus, qui est le plus fréquent avec 3000 nouveaux cas de cancer de l'utérus par an, qui correspond à environ 1000 décès par an en France. Et presque la totalité des cancers du col de l'utérus sont liés au papillomavirus. Alors, comment on peut se protéger de tout ça? Donc, d'une part, par le dépistage. Alors, le dépistage ne protège pas directement contre le papillomavirus, mais la détection précoce et le traitement précoce des lésions induites par l'HPV permettent d'éviter d'avoir des conséquences graves dues à ce virus. Et enfin, la vaccination. Donc la vaccination, ça reste le moyen de protection le plus efficace contre les papillomavirus. On estime que ça prévient jusqu'à 90% des infections au papillomavirus qui sont à l'origine de cancer. Et c'est un vaccin qu'on dit recombinant, c'est-à-dire qu'il va contenir des protéines du virus qui sont produites par génie génétique, donc ce n'est pas le virus en lui-même, qu'on va injecter dans les patients. Et le système immunitaire des patients va reconnaître ce virus ou leur en tout cas. Ça va permettre de créer des anticorps et les anticorps vont rester en réserve dans le corps des patients. Et si un jour vous êtes amené à rencontrer le papillomavirus dans votre vie, et du coup il y aura déjà des anticorps de créer et donc vous allez être plus à même de lutter contre l'infection. Alors, un petit peu d'histoire pour comprendre l'histoire de la vaccination en France. Donc, c'est un vaccin qui existe depuis 2007, donc ça fait à peu près 20 ans, où initialement on vaccinait que les filles de 14 ans. Il y avait deux types de vaccins. Le Cervarix, donc c'était un vaccin qui contenait deux souches du virus, l'HPV numéro 16 et le 18, et ensuite le Gardasil 4. Le Gardasil 4, il contenait 4 souches, le 6, le 11, le 16 et le 18. Et puis finalement, ils se sont dit, le problème c'est que si on vaccine que les petites filles de 14 ans, si pour X ou Y raison, dans leur 14e année, c'est passé à la trappe, en fait, elles vont plus pouvoir bénéficier de ce vaccin. Donc, ils ont élargi la vaccination pour l'ensemble des petites filles de 11 à 14 ans. Donc, c'était vraiment la population cible, avec un rattrapage possible de 15 à 19 ans pour celles qui n'ont pas pu bénéficier de la vaccination plus tôt. Pour celles qui étaient vaccinées entre 11 et 14 ans, c'était un schéma à 2 doses, donc à l'instant T, puis 6 mois plus tard. Et celles qui ont eu le vaccin en rattrapage, c'était un schéma à 3 doses,
Donc c'était à l'instant T, à 2 mois, puis à 6 mois. Ensuite, ils se sont dit, vu que la vaccination contre le papillomavirus permet de lutter aide à lutter contre les infections HPV induites et donc indirectement contre le cancer du col de l'utérus, vu qu'on sait que le deuxième cancer le plus fréquent lié au papillomavirus, c'est le cancer de l'anus, et que dans le sous-groupe de population des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, le cancer de l'anus est 20 fois plus fréquent, autant vacciner aussi les hommes homosexuels jusqu'à leurs 26 ans, selon le schéma à 3 doses. Ensuite, il y a eu la commercialisation du Gardasil 9, donc c'est le vaccin qu'on préconise actuellement, qui contient 9 souches de papillomavirus, qui sont les plus virulentes. Et en 2021, on a permis le remboursement de la vaccination aux garçons, peu importe leur orientation sexuelle, selon la même logique qui a été pensée en 2016 pour l'agissement de la vaccination aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et à partir de 2021, maintenant, on ne prescrit que du Gardasil 9. On oublie le Cervarix et le Gardasil 4. Ensuite, en 2023, il y a eu une campagne vaccinale menée par le gouvernement où il propose de vacciner dans les collèges tous les élèves entre 11 à 14 ans qui sont volontaires avec autorisation des 2 parents. Alors, dans les faits, pas tous les collèges ne le proposent, mais l'idée, c'est que d'ici quelques années, ça soit largement proposé sur tout le territoire. Et là, récemment, donc le 13 mai 2025, la Haute Autorité de Santé a sorti un communiqué où il préconisait d'élargir le rattrapage vaccinal jusqu'à 26 ans chez les hommes et chez les femmes. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement remboursé, mais on a bon espoir que ce le soit d'ici les prochains mois. Donc, le but de l'élargissement de la vaccination, c'est pour améliorer la couverture vaccinale. Là, je vous ai mis une petite carte de la couverture vaccinale en Europe entre 2010 et 2017. Et en fait, on voit que finalement, nous, en France, on est quand même des mauvais élèves. À ce moment-là, il y avait à peu près 30% de la population qui était vaccinée. Quand on compare aux pays scandinaves, qui, eux, sont à peu près à 70-100% de couverture vaccinale, c'est quand même assez faible pour nous. Et puis, donc, de nouveaux chiffres un peu plus actuels, de 2023 à 2024, où en fait, on voit que grâce aux campagnes de prévention et à l'élargissement de la vaccination, en 2024, il y avait à peu près 50% des filles de 16 ans qui avaient au moins reçu 2 doses du vaccin. Donc, c'est pas suffisant, mais bon, c'est déjà une petite victoire. Par contre, pour les garçons, il n'y avait que 25% des garçons qui avaient reçu au moins 2 doses à l'âge de 16 ans. Alors après, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit pour les garçons, entre 2023 et 2024, il y a eu un bond de plus 10% de vaccinés. Et en fait, 2023, ça correspond à l'année où on a mis en place la campagne vaccinale dans les collèges. Donc on se dit que quand même, ça marche un petit peu et puis on a bon espoir pour les prochaines années. Enfin, pour illustrer un petit peu mon propos, je vous ai mis des études. Donc la première étude, c'est une étude australienne de 2018, en sachant que l'Australie, c'est un pays qui a une couverture vaccinale d'un peu plus de 90%, donc assez haute. Et en fait, là-bas, ils ont vu qu'il y avait une baisse de 93% des infections au papillomavirus qui sont couvertes par le vaccin Gardasil 9. Donc quand même, ça marche, je pense que ça fait ses preuves. Ensuite, une deuxième étude suédoise de 2020 où ils ont montré une réduction de 88% du risque de cancer du col chez des filles qui ont été vaccinées avant l'âge de 17 ans. Et enfin, ça me paraissait intéressant de vous montrer une étude déjà française et ensuite une étude qui s'intéresse à la population qui a reçu le vaccin en rattrapage vaccinal et non pas la population cible. Et en fait, dans cette étude française, ils montrent qu'il y a une réduction d'environ 40% du risque de conisation chez des femmes qui ont reçu le vaccin en rattrapage vaccinal, c'est-à-dire après 14 ans. Donc là, dans cette étude, c'était spécifiquement entre 19 et 30 ans. Donc même si la vaccination n'a pas pu se faire à l'âge cible, donc entre 11 et 14 ans, il y a toujours un bénéfice à vacciner plus tard. Et donc maintenant jusqu'à 26 ans. Du coup. Donc en conclusion, le papillomavirus, c'est un virus qui est très fréquent.
presque la totalité des cancers du col sont liés à ce virus. La vaccination a un rôle majeur dans la prévention des lésions induites par le papillomavirus. Et l'objectif de l'OMS pour 2030, c'est de réussir à éradiquer le cancer du col comme problème de santé publique dans le monde. Donc, le message clé de mon topo, c'est qu'en améliorant la couverture vaccinale, nous avons la possibilité historique d'éliminer presque totalement le cancer du col de l'utérus. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Alors, je vais peut-être te prendre la place pour que je puisse voir. J'ai un écran. Donc, en fait, je vais continuer donc, à parler un tout petit peu du cancer du col, mais vous avez eu un horizon, voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Et je vais élargir aux autres cancers gynécologiques. Voilà. L'idée de la soirée, quand même, c'est que vous repartiez avec des idées à peu près claires. Alors, il y a beaucoup de chiffres, il ne faut pas retenir tout, bien sûr. Essayez de vous faire aussi votre propre idée. Mais voilà, les grandes lignes, que ça puisse vous aider après dans votre pratique pour ceux qui, entre autres, sont confrontés à ça au quotidien et qui, tous les jours, analysent des frottis, savoir ce qu'il faut faire, quelle conduite à tenir, comment s'en sortir, qui appeler, voilà. Donc, je vais commencer par le cancer du col et on fera les autres cancers après. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Moi, la chose qui m'interpelle le plus dans les cancers du col, parce que les cancers du col, c'est 3000 par an. Finalement, ça reste un cancer, on va dire, plutôt rare. Mais alors, c'est tout ce qu'il y a avant le cancer du col. Vous avez en France, chaque année, 200 000 cytologies anormales. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 200 000 femmes à qui on dit « Oula, il y a un problème. Il y a un problème, madame. Il va falloir pousser un petit peu les explorations. » Et donc, ça, c'est hyper anxiogène déjà pour toutes les femmes. Alors, vous pouvez quand même les rassurer, leur dire « Mais attendez, il y a 200 000 femmes par an à qui on découvre une petite anomalie cytologique, mais il n'y en a que 3 000 qui ont le cancer. » Donc, rapporté aux chiffres, finalement, on arrive bien à traiter, à prévenir les lésions qui évoluent vers le cancer. Voilà. Quand on a un HPV positif sur un frottis, derrière, c'est 4% d'anomalie du col. Donc, il faut essayer quand même de calmer un petit peu les choses, d'autant que les femmes, quand elles apprennent qu'elles ont un HPV, souvent, il y a quand même une forme de culpabilité, de gêne, mais par rapport à mon conjoint, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, enfin, voilà. C'est pas facile pour ces femmes à qui on leur dit, bah, vous avez un papillomavirus, donc on va vous surveiller. Et il faut essayer quand même de les rassurer. De les rassurer dans le sens où, attendez, hein, tous les HPV ne donnent pas des cancers déjà, voilà. Il va juste falloir avoir un suivi, mais il faut quand même les rassurer. Et chez les jeunes qui débutent leur activité sexuelle, bah, c'est quand même 20% des patientes qui sont HPV positives. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de test HPV avant 30 ans, sinon ça serait la panique en fait. Hein. Ah, tu as chopé le papilloma, voilà, maintenant tu vas avoir 40 ans de surveillance. Non, non. Donc on ne fait pas de test HPV chez les jeunes, hein, d'accord ? Et on ne fait que la cytologie. C'est important. Hein. Voilà. L'HPV, donc mes collègues l'ont dit, 90% disparaît. Hein. Votre immunité est capable d'éliminer l'HPV dans 90%. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, et d'autant plus s'il y a le vaccin, l'élimination sera beaucoup plus facile. Voilà. Et on a remarqué d'ailleurs que plus on vaccine jeunes, plus l'immunité est forte. C'est pour ça qu'on fait les jeunes avant 14 ans. Hein. Les anticorps que vous développez avant 14 ans sont beaucoup plus forts que les anticorps que vous développez après 14 ans. C'est pour ça qu'on essaye de faire ça chez vraiment les enfants, en fait. Hein. Ils ont une capacité d'immunité qui est extraordinaire. Voilà. Alors, ça entraîne quand même 32 000 lésions précancéreuses. Les lésions précancéreuses sont les lésions qu'on traite. Hein. C'est celles-là que je vois, moi, que mes collègues m'envoient régulièrement. Lésions précancéreuses, c'est derrière conisation, laser, surveillance. Enfin, voilà, ça a quand même des conséquences pour les femmes qui sont traitées hein, de lésions précancéreuses. 32 000, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup de femmes qui sont traitées pour ça. Et donc,
Le principal signe d'alerte qu'on peut avoir, par exemple, quand vous recevez un frottis, si jamais dans le panachage des HPV, vous vous rendez compte qu'il y a un 16 ou un 18, il faut que ça vous fasse tilt. Ça, vous le notez. Le 16 et le 18, c'est ceux-là qui sont agressifs et ils sont responsables de 80% des cancers du col. Donc, quand vous avez une femme qui vient avec un frottis HPV 16 ou 18 positif, celle-là, vous le notez, vous mettez une petite ligne rouge. Attention, HPV 16 aussi, c'est celle-là qui potentiellement va dégénérer. D'accord ? Voilà. Alors, le cancer en soi, quand vous examinez une dame, que vous examinez un col, ça se voit. Très clairement, ça se voit. C'est une lésion qui est qui saigne au contact. Déjà, quand on pose le spéculum, souvent elles se mettent à saigner. Ça, c'est un premier signe. C'est des patientes qui ont déjà des saignements en dehors de leur cycle. Elles vous disent, docteur, à chaque fois que j'ai un rapport, je saigne. Ça, c'est vraiment un signe sur lequel il faut tiquer. Et puis, quand on examine, on pose le spéculum et on regarde le col au fond du vagin. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une lésion qui est très rouge. Alors, parfois bourgeonnante, ce n'est pas toujours le cas dans les cancers. Ça peut être des lésions ulcérantes. Alors, ulcérante, ça veut dire que le col s'efface, comme s'il était grignoté. On a aussi des lésions comme ça. C'est un peu moins fréquent, mais on en a comme ça. Quoi qu'il en soit, quand vous examinez une femme et que vous apercevez qu'elle a un col qui est franchement anormal, et mon collègue l'a dit, le frottis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça va potentiellement être dangereux parce que ça peut faussement rassurer la patiente. Ne vous inquiétez pas, votre frottis est normal. Ce qui se passe, c'est que quand on fait un frottis, on fait juste un petit grattage du col. Et pour peu que la tumeur saigne, et sur votre frottis, vous avez des globules rouges. Hein. Et les globules rouges, ce n'est pas une cytologie anormale. Voilà. Donc on a des patientes qui arrivent, et j'en ai une encore il n'y a pas si longtemps, qui me dit « Mais docteur, comment c'est possible que j'ai le cancer alors que mon frottis était normal ?» Alors, je lui montrais moi. Elle me montre ce frottis qui datait d'il y a 3 mois, et son frottis était noté normal. Voilà. Donc, une lésion du col, un cancer, ça se voit. Ça se voit, et pour ça, il faut un examen du col de l'utérus. Alors, je dis ça parce que je sais qu'il y a quelques patients qui vont faire des frottis en laboratoire. Et en laboratoire, le laborantin, il ne fait pas un examen du col. Il pose discrètement un tout petit peu le spéculum, parce que ce n'est pas son boulot. Et il va passer la petite curette, et puis il va faire un frottis vaginal. Et le frottis vaginal, il sera normal. Donc, une dame qui va voir son médecin traitant qui dit « Docteur, je saigne », il faut un professionnel de santé, une sage-femme, un médecin, un généraliste, un gynéco qui regarde le col. C'est vraiment indispensable. Et en plus, souvent, quand même, dans nos patientes qui présentent des cancers du col, ce sont souvent des patientes qui ne sont pas suivies et qui n'ont jamais d'examen gynécologique. Donc, une femme qui consulte pour des saignements, il faut un médecin qui puisse regarder le col de l'utérus. C'est des choses de base, mais voilà, on peut vite passer à côté de quelque chose qui peut être potentiellement grave. Et le cancer du col, ça reste une pathologie qui est difficile. Elle est difficile à traiter, elle a des conséquences très importantes sur la fertilité, forcément. Voilà, souvent, c'est des femmes qui ne pourront plus à jamais avoir d'enfants. Et puis sur leur sexualité aussi. Il y a des conséquences sur la sexualité qui sont... Donc, ça modifie toute leur vie derrière. Donc, on essaye d'en rester au stade précancéreux. Voilà. On a donc 32 000 précancers. On les traite bien. Ça ne modifie pas trop derrière leur vie intime. Par contre, le cancer du col, on passe sur un stade qui est difficile, qui est vraiment difficile. Voilà. La deuxième, donc, le deuxième grand cancer gynécologique, j'ai envie de dire, en nombre, ça reste le cancer de l'endomètre. Alors, le cancer de l'endomètre, c'est quand même 8500 par an. C'est beaucoup. Et ça augmente. Chaque année, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On le voit, on en a de plus en plus. Ça vient, je dirais, en problème de santé publique presque. Pourquoi ? Parce que dans les cancers de l'endomètre, ça augmente avec les problèmes d'obésité. C'est une maladie de l'obèse. Pourquoi ? Parce que les patientes qui présentent une obésité ont une sécrétion hormonale intense. La graisse sécrète des hormones et ces hormones sont pourvoyeuses de cancer. Alors, pas que de cancer de l'endomètre, mais également dans le cancer du sein aussi. Et donc, l'excès hormonal chez les patientes obèses fait que ça entraîne
des cancers au niveau de l'utérus. Voilà. On a une petite part des cancers de l'endomètre qui sont d'ordre génétique, mais ça reste une petite part. Le diagnostic de ces cancers est relativement aisé, j'ai envie de dire quand même. Les patientes, alors c'est un profil type, c'est des patientes souvent obèses qui ont en moyenne autour de 70 ans, c'est bien après la ménopause. Hein, voilà. Alors bien évidemment, comme tous les cancers, on peut avoir des cancers chez les jeunes. Hein, mais en moyenne, ce sont plutôt des femmes qui ont déjà une ménopause depuis un certain temps. Elles consultent leur médecin parce qu'elles ont des saignements et ce n'est pas leur règle. Hein. Elles sont toutes ménopausées. Et le diagnostic, dans un premier temps, peut se faire avec une échographie pelvienne. L'échographie pelvienne, c'est un examen qui est relativement facile à avoir en ville. Voilà. On peut avoir un épaississement. Donc, comme vous voyez sur la slide, à gauche, là, vous avez un épaississement. On ne voit pas très très bien, mais à l'intérieur de l'utérus, en fait, vous avez un fort épaississement, un peu hétérogène. Voilà. Une patiente qui présente ça à la ménopause, c'est pas normal. Hein. Très clairement, c'est pas normal. Il faut pousser les examens et aller faire des prélèvements. Le prélèvement, il se fait assez facilement en hystéroscopie. Donc, on passe une petite caméra par les voies naturelles. On fait ça sous anesthésie générale quand même. Et on va aller gratter la zone qui nous paraît suspecte, comme un petit curetage, si vous voulez, pour faire un prélèvement et savoir ce qui se passe, pour typer la maladie, diagnostiquer d'abord, et puis typer la maladie. Voilà. Alors nous, on a besoin derrière, quand on diagnostique des cancers de l'endomètre, on a besoin de faire une IRM. Ça nous permet de faire une cartographie de la maladie. Voilà. Et puis après, on lance le scanner, etc. Ce sont des cancers qui se traitent relativement bien. Je vous ai dit, donc 8500 cancers, on a 2700 décès. Mais en nombre, ça en fait un cancer important parce que ça représente beaucoup de femmes quand même. Voilà. Le traitement, il est principalement chirurgical. Quand ce sont des formes localisées, on fait essentiellement une chirurgie où on retire l'utérus. Alors à 70 ans, c'est pas trop gênant. Chez les femmes jeunes, c'est un peu plus complexe, hein, forcément. Et puis, on peut faire d'autres traitements comme de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, parfois pour les formes un peu avancées, on va dire. Voilà, c'est un cancer qui se traite relativement bien et qui est, on va dire, moins difficile que le cancer du col de l'utérus, qui là touche, on n'en a pas parlé vraiment dans nos topos, mais ça touche tous les âges. Hein. Tous les âges. Moi, j'ai vu des patientes de 23 ans avec un cancer du col. Alors, quand elles commencent leur vie à 23 ans avec un cancer du col, vous imaginez le drame. Hein. C'est vraiment difficile. Et on en a à 40 ans dans les cancers du col, et on en a à 60 ans aussi, et on a aussi même parfois des femmes âgées maintenant. Voilà. Le cancer de l'endomètre, ça reste plutôt le cancer des femmes ménopausées. Voilà. Dans le troisième cancer intéressant, entre autres pour nos médecins qui sont en ville, nos sages-femmes, c'est le cancer vulvaire. Alors ça reste, on va dire, un cancer relativement rare, oui, 1000 cas par an. Par contre, c'est un peu comme le cancer du col, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de lésions précancéreuses. Et donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Il faut penser, je le dis parce que ça peut arriver à tout le monde d'oublier, il faut penser, avant de faire l'examen gynécologique, à regarder au niveau vulvaire. C'est tout bête, hein, mais parfois, si on ne fait pas attention, la patiente, elle n'en parle pas forcément sur ces zones-là, qu'il y a quelque chose qui la gêne au niveau vulvaire, hop, on fait un examen gynécologique et on passe à côté d'une lésion vulvaire. Les lésions vulvaires, alors les cancers vulvaires, vous avez deux grands types. Il y a celui qui est chez la femme âgée et qui est lié au lichen, à des maladies inflammatoires vulvaires qui dégénèrent. Et puis il y a le cancer vulvaire qui est lié à l'HPV aussi. Et ça, on en voit. Et celui-là, il touche des femmes jeunes. Voilà. Et quand je dis jeunes, parfois à 30 ans. Hein. Voilà. C'est rare, mais ça peut arriver. Une patiente qui en consultation vous dit j'ai un petit bouton qui me gêne et qui s'agrandit, celui-là, eh ben, il faudra sans doute le biopsier. C'est peut-être pas du cancer, mais ça n'empêche que quelque chose qui ne guérit pas,
qui a tendance à évoluer, à devenir érosif, c'est-à-dire que les symptômes s'aggravent. Un cancer, ça fait toujours que s'aggraver. Ça ne se résout pas tout seul, ça ne s'améliore jamais tout seul, si on ne fait rien. Donc, c'est vraiment un des signes, pour tous les cancers d'ailleurs, hein, l'aggravation des symptômes, une patiente qui vous consulte plusieurs fois pour des saignements récidivants, il faut tiquer là-dessus sur quand ça s'aggrave, ça peut être du cancer. Voilà. Alors, l'âge moyen de 77 ans, oui, pour le cancer qui est lié au lichen, pas pour le cancer à l'HPV. On n'a pas beaucoup de chiffres sur le cancer lié à l'HPV, mais dans les études, ils vont entre 30 et 70%. Donc, il y en a, mais bon, voilà. Je vous montre juste quelques petites photos au niveau vulvaire. Sur la première photo, vous avez ce qu'on appelle un lichen. Alors, c'est une pathologie inflammatoire que vous avez au niveau vulvaire. Les patientes, elles viennent pour, en général, ça les démange. Et souvent, les gynécos, les sages-femmes pensent plutôt à une mycose, parce que c'est une pathologie qui est fréquente, la mycose. Et voilà, une mycose qui ne guérit pas, c'est pas forcément une mycose. Hein. Voilà, ça peut être un lichen, ça se traite avec des dermocorticoïdes. Et puis, quand ça persiste et qu'on n'arrive pas à traiter, c'est la même patiente, il y a une évolution. Il y a une évolution vers des lésions précancéreuses. Et on voit qu'au début, c'est blanchâtre, c'est un peu fragile, c'est un peu sciant, mais alors après, ça devient carrément rouge. La dame, elle vous dit, je commence à avoir du mal à m'asseoir tellement ça me brûle. Voilà. Et puis au final, quelques mois après, elle a une tumeur qui apparaît sur les zones érosives. Donc ça fait comme une boursouflure. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais voilà. Au début, c'est plan. Voilà. Ce qui est plan, ça reste plutôt des lésions précancéreuses. Mais quand ça devient bourgeonnant, ça nous évoque quelque chose de cancéreux. Ça, voilà. Ça, il faut biopsier. Ça, il faut biopsier. Alors, les biopsies vulvaires, ce n'est pas forcément facile. Il ne faut pas hésiter à nous les envoyer directement. Hein. Il y a une pathologie vulvaire, c'est difficile. Parfois, ça m'arrive de biopsier carrément au bloc. Hein. Ça peut être ultra sensible, cette zone-là. Et quand elle vous dit j'arrive même plus à faire pipi tellement ça me brûle, bon, ça c'est vraiment un signe sur lequel il faut être alerté. Cette patiente a été prise en charge pour un cancer vulvaire et on a réussi à faire une chirurgie globale. Donc on a enlevé la totalité de la vulve et elle a eu ce qu'on appelle un lambeau. Donc en fait on a utilisé de la fesse de chaque côté. La fesse, l'avantage c'est qu'il y a un petit peu de matière et on l'utilise. On fait une rotation et on recrée une vulve normale. Voilà. Pour faire ce genre de chirurgie, alors c'est des chirurgies bien évidemment. À Becquerel, je vous ai dit, il y a 1000 cancers vulvaires par an. À Becquerel, on en a une dizaine. C'est pas beaucoup. En fait, il faut des chirurgiens super spécialisés. Hein. C'est pas une pathologie. Il faut aller se faire traiter dans des petits centres. Il faut vraiment venir dans des centres très spécialisés pour pouvoir bénéficier, en tout cas, d'une reconstruction vulvaire. Voilà. Alors, le cancer de l'ovaire. C'est une pathologie qui touche 5300 cas par an. C'est quand même pas mal, avec un taux de décès qui est élevé, 3000. Voilà. C'est une maladie qui malheureusement est diagnostiquée souvent tardivement, du fait de son histoire. Alors c'est plutôt des femmes ménopausées, mais on en a aussi, on a des cancers particuliers, mais des cancers de l'ovaire chez la femme jeune. On a des cancers à tous les âges. Dans le cancer de l'ovaire. Tous les âges, des masses ovariennes, c'est tous les âges. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez 20 ans que ce n'est pas un cancer. Hein. Très clairement. Le cancer typique de l'ovaire, qu'on appelle le carcinome séroidograde, celui-là, effectivement, l'âge médian est à 68 ans. Mais dans le cancer de l'ovaire, c'est un organe incroyable qui est en renouvellement cellulaire toute la vie génitale, donc de 15 ans à 50 ans. Et probablement que ce renouvellement cellulaire fait que c'est un organe qui est fragile. C'est fragile et ça dégénère parfois. Et vous avez des entités sur les cancers de l'ovaire, vous avez plein d'entités différentes. Vous avez plein de cancers différents possibles. Et les cancers de la femme jeune, ce n'est pas les mêmes que ceux de la femme âgée. Ce sont des cancers qui n'ont rien à voir, mais ça reste quand même du cancer. Voilà.
je vous ai dit, c'est le gros problème de ce cancer, c'est le diagnostic. Soit parce qu'on n'y pense pas, soit parce que surtout, les patientes, elles arrivent et disent « j'ai mal au ventre ». Combien de personnes ont mal au ventre au quotidien? Voilà. Alors pour le médecin, c'est toujours, on ne va pas faire un scanner à chaque fois qu'on a mal au ventre. Voilà. Par contre, un mal de ventre qui persiste dans le temps, ça c'est un signe d'alerte. Voilà. Et puis très souvent, ce sont des patientes qui un matin se réveillent, elles se disent « je ne me sens pas bien, j'ai le ventre qui a doublé de volume ». Elles ont cette sensation de ballonnement. Cette sensation de ballonnement, d'être serré dans leur pantalon, ça c'est un signe important. C'est un signe super important parce qu'en fait, c'est le premier signe. Et j'ai beaucoup de patientes qui passent en service de digestif, en gastro, elles font de la coloscopie, tous les examens sont normaux, sauf qu'elles n'ont pas fait de scanner. Ouais, elles n'ont pas fait de scanner et au niveau digestif, effectivement, il n'y a aucun problème. Elles ont parfois même eu la fibroscopie. Enfin bon, voilà. On a cherché au niveau digestif parce que c'est des douleurs abdos, un ballonnement, mais en fait, on n'a pas cherché au niveau gynéco. Et du coup, quand on diagnostique, parfois, c'est des maladies qui sont déjà un peu étendues. Voilà. Le cancer de l'ovaire, c'est le scanner. En fait, le premier examen. Pourquoi? Parce que l'IRM, en fait, on n'a pas accès. On le sait, les créneaux d'IRM, c'est compliqué. On n'a pas accès en première intention à l'IRM. Voilà. Donc, c'est le scanner. Alors, ça n'empêche pas que derrière, très souvent, on fait une IRM, mais ça, c'est pas grave. Nous, on peut la programmer ici. Si déjà au scanner, on dit lésion ovarienne, lésion centropelvienne, masse suspecte abdominale, vous pouvez déjà l'adresser au chir. Moi, c'est tous les jours, je vois des patientes sur qui on a des choses suspectes. Et après, nous, on réoriente s'il y a besoin. Si c'est pas gynéco, je dis attendez, non, ça n'a rien à voir. En fait, là, c'est un autre problème. C'est un problème ganglionnaire. C'est pas grave. Nous, on réoriente derrière. Mais voilà, les masses pelviennes. Il ne faut pas hésiter à nous appeler directement pour tous ceux qui sont en ville, quitte à nous envoyer même le petit compte-rendu du scanner, qu'est-ce que vous faites, à qui j'adresse, enfin voilà. Ça, on pourra vous orienter et puis après, nous, on fait tous les examens qui sont nécessaires. Voilà, j'ai encore fait une célioscopie la semaine dernière pour une lésion abdominale et au final, on me répond, eh ben, c'est un cancer digestif. Ah oui, mais c'est pas grave, peu importe. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de perte de temps, que la maladie n'évolue pas et qu'on puisse faire le diagnostic rapidement et l'envoyer à la bonne personne derrière. Alors pour le cancer de l'ovaire, on a mis pour les masses, on va dire abdominales suspectes, les lésions ovariennes suspectes, on a mis en place un numéro, c'est pour ça que je vous l'ai rajouté, là, un 07. C'est un numéro d'astreinte où vous pouvez laisser un message, parce que parfois on est au bloc, on ne répond pas directement, mais vous laissez un message puis avec vos coordonnées. Et puis, on s'engage, nous, les chirurgiens, à vous répondre, on va dire, à voir la patiente dans la semaine. En gros, une masse suspecte, on voit la patiente dans la semaine, on vous rappelle, on prend les coordonnées de la patiente, on l'appelle, et puis on la voit rapidement. Voilà, donc ce numéro-là, c'est le numéro d'astreinte qui nous permet de prendre en charge très rapidement. On a une équipe à Becquerel, voilà, on est pas mal, on est 7 chirurgiens en fait, plus nos gynécologues médicaux. Et donc, la grande force de frappe qu'on a, nous, à Becquerel, c'est justement ce côté équipe. Voilà. On n'est pas chirurgien tout seul dans notre coin pour, voyez, moi je ferais plutôt ci, moi je ferais plutôt ça. Voilà. Tous les dossiers sont discutés entre nous, avec les chirurgiens, mais aussi avec nos radiologues. Et aussi avec nos anapathes, et aussi avec les oncologues et les radiothérapeutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 10 cerveaux qui fourmillent autour du dossier pour savoir ce qu'il y a de mieux pour la patiente. C'est quand même bien. En fait, ça nous permet d'essayer d'améliorer les prises en charge, ce qu'on appelle nos réunions pluridisciplinaires, où on se creuse la tête, parfois on n'est pas d'accord entre nous. Oui, mais telle étude dit maintenant qu'il faut faire ci, etc. Mais c'est ça qui est bien, pour que la patiente puisse bénéficier du meilleur traitement et qu'il y ait la meilleure orientation diagnostique et pour discuter aussi des interventions. Ce n'est pas toujours facile de prendre en charge les cancers, hein. Même entre nous, moi je ferais plutôt par cette voie-là, toi tu ferais comment, etc. Donc voilà. C'est...
la prise en charge des cancers, il faut que je pense que ça soit dans des équipes entraînées, qui ont l'habitude, qui discutent entre elles, qui se complètent. Voilà. Et puis nos radiologues nous aident énormément parce qu'en fait, elles nous disent attention, je ne sais pas si tu as vu, mais là, il y a un petit nodule. Est-ce que tu pourras, au cours de l'intervention, aller vérifier sur le côlon, sur cet angle du côlon, s'il n'y a pas quelque chose? Et elles sont très fortes, parce que souvent c'est le cas. Et on arrive à trouver des nodules parce que nos radiologues nous ont alertés en disant « mais moi, je vois quelque chose à cet endroit-là ». Voilà. Je fais de la pub. Non, je ne fais pas de pub parce qu'on est débordé, mais voilà. C'est juste que le pronostic, et ça a été montré dans plein d'études, le pronostic des maladies, il est lié aux équipes. Il faut quand même s'en rendre compte, c'est-à-dire que si vous allez chez un garagiste qui est spécialisé pour les Porsche et que vous faites réparer votre voiture dans un truc qui n'a rien à voir avec Porsche, ça ne marche pas très bien, ça ne marche pas toujours, on ne trouve pas forcément les pannes, quoi. Et le cancer, c'est la même chose. Hein. Franchement, faut vraiment pouvoir avoir des gens qui ont l'habitude de connaître le cancer et savoir comment on fait, etc. Pourquoi ? Parce que vous avez vu les chiffres, le cancer, ce ne sont pas des maladies que tous les médecins voient au quotidien. Ce sont des maladies qui, dans le cancer alvéolaire, il y en a 1000 par an, on en voit à peine une dizaine par an à Becquerel, même pas. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'il y ait des équipes qui soient très spécialisées. Et même au sein de l'équipe, on a aussi parfois des domaines de compétences particuliers. Voilà. Voilà, je vous ai remis donc le numéro d'appel, numéro d'astreinte, donc pour les, on va dire les cancers qui sont graves, qui vous inquiètent, les femmes très jeunes. Voilà, c'est un numéro auquel vous pouvez avoir un chirurgien dans la journée qui vous répondra et qui vous proposera une consultation dans un délai de 7 jours pour la patiente. Voilà, merci. Et puis on va pouvoir passer aux questions probablement. Et là, je vous ai rajouté pour les consultations, frottis anormaux, avis urgents. Vous avez 3 gynécologues médicaux à Becquerel et le numéro. Vous pouvez noter et sinon par mail. Si c'est un simple avis, ça peut être vous envoyer le résultat, par exemple, du frottis dans le mail et vous demandez un avis et on vous répondra. Voilà. Ou des photos. Ça peut être des photos, par exemple, pour des pathologies vulvaires. Voir si on a besoin de la voir, on vous répondra, si on la voit en consultation ou pas, quoi. Voilà, vous pouvez noter. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a dit pour le cancer du col, la prévalence du tabac. Quid de la prévalence de l'alcool? Parce que l'alcool diminue l'immunité aussi. Alors, est-ce qu'il y a des études de fait ou pas? Alors, les études, je ne crois pas. J'en ai pas à ma connaissance sur l'alcool. Par contre, c'est clair que pour tous les cancers, et on voit une population, cette population fragile avec l'éthylisme chronique, ça c'est une population qu'on traite beaucoup, hein, voilà, mais surtout les cancers de manière générale. Donc oui, il y a forcément quelque chose qui joue, qui diminue l'immunité. Par contre, on n'a pas, je crois, enfin je ne sais pas Aurélien, si tu connais, voilà, des études là-dessus, mais ça c'est vrai que c'est des patientes qu'on retrouve à tous les échelons de la maladie. Hein. Merci. Moi, j'avais une question par rapport au rapport sexuel pour les patientes qui sont HPV positives. Rapports sexuels oraux ou anaux, est-ce que on doit les prévenir par rapport à ça? Je ne sais jamais trop comment faire. Parce que j'ai des questions souvent quand j'annonce ça. Et est-ce qu'on peut continuer à avoir des rapports oraux avec les... Il n'y a pas de frottis oraux et anaux, donc... Oui, nous on leur dit vie normale. Vie normale, oui. Ouais, sinon, il y a beaucoup de femmes qui n'auraient plus de vie sexuelle normale, en fait. Si c'est leurs pratiques habituelles, même s'il n'y a pas de dépistage, on n'a pas d'incitation à leur faire changer leur pratique, en tout cas. Ok. Pour les femmes qui sont immunodéprimées et qui ont des traitements immunosuppresseurs, qui ont un test HPV positif, pareil, comment on fait pour les rassurer? Moi, j'en ai qui me demandent des colposcopies d'emblée, avec une surveillance
d'emblée, quoi. Bah, pas d'indication à une colposcopie d'emblée, c'est les mêmes indications que pour les autres femmes, même si nous, quand on les voit en colpo, on est peut-être un peu plus vigilants, on a peut-être la biopsie un peu plus facile, mais il n'y a pas d'indication à faire une colpo d'emblée. On fait Parce le... qu'on leur a toujours dit qu'elles pouvaient avoir un cancer plus rapidement, qu'elles ont des lésions parfois. Bah, on les surveille avec le frottis de manière plus rapprochée. On a la cytologie annuelle ou un HPV tous les 3 ans au lieu de tous les 5 ans. Mais s'il y a un HPV négatif, il n'y a pas d'indication à une colpo. Ou si on a une cytologie négative, on n'a pas d'indication à une colposcopie systématique. Ok. Donc HPV positif. Dans ce cas-là, j'en ai 2 là qui me demandent la colpo. Donc, Je crois que je j'ai sais reçu pas comment votre les- mail. C'était moi. Ouais. Je suis très emmerdée quand même. Pas d'indication à une colpo si on n'a pas un HPV persistant. Elles ont 30 à un ans, an, hein, quoi. elles sont jeunes, elles ont des polypathologies, donc elles cumulent hein, les deux. Et, On contrôlera le HPV à 1 an. Et s'il est persistant, on fera la colpo à ce moment-là. donc je leur dis rien. Et... Vie normale pendant 1 an et Vie vous normale, contrôlez à 1 an l'HPV. Et Ok. pas avant parce qu'il faut laisser le temps à Oui. l'immunité de faire son job. Mais de regarder le col à la colpo, non, c'est pas ok. Bah, il n'y a pas d'indication en soi. Ok. Après, ce sont quand même des patientes, c'est vrai. Elle est jeune, hein, elles sont jeunes, donc j'ai un peu peur Oui. pour elles en fait. Non, mais ce sont des patientes qui auront, quand il y a des troubles de l'immunité comme ça, enfin, ce sont des patientes qui auront un petit peu plus de lésions précancéreuses que les autres. Hein. C'est vrai. Par contre, voilà, ça apparaît comme les autres. Hein. Donc, c'est la cytologie. Enfin, faut pas psychoter pour autant. Mais elles auront tendance un peu plus. Ouais. Ouais, c'est difficile de les rassurer du coup Mm. parce que non, elles fument pas. Non, elles fument pas. Mais bon. Et dernière question, l'échographie pelvienne pour le cancer du col, le cancer de l'ovaire. C'est pas la. Alors si, ça peut être un premier examen, tout à fait. Ça peut être un premier examen si effectivement l'accessibilité, j'en ai pas parlé là, mais l'accessibilité à l'échographie est plus facile que le scanner. Oui, bah oui. Oui. Alors bon, ça ne dépiste pas tout. Et je pense entre autres, vous avez parfois des cancers de l'ovaire qui sont de petite taille sur l'ovaire et qui donnent des carcinoses péritonéales étendues. Cela, vous ne les verrez pas. Alors, ou indirectement avec éventuellement un petit peu d'acide au niveau abdominal. L'échographie, ça nous permettra de dépister des masses ovariennes. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être un premier examen si on ne s'en sort pas et que la dame reconsulte plusieurs fois. Il ne faut pas hésiter à faire une échographie. C'est indolore, ça n'a pas de, c'est pas irradiant. Enfin, l'échographie, c'est un examen sur lequel il faut facilement avoir recours. Hein. Si vous ne savez pas, faut le faire. Le scanner sera mieux sur les cancers de l'ovaire, mais l'échographie peut être le premier examen. Mais pas d'écho systématique chez toutes les femmes ménopausées 1 fois par an quand elles viennent à Ah leur non, consulte non, gynéco. non, sur signe d'alerte, hein, sur symptômes, Alors souvent, les cancers de l'ovaire, alors contrairement aux autres cancers gynécologiques, les cancers de l'ovaire, c'est les médecins de ville, les généralistes qui sont très confrontés à ça. À cause des symptômes qui sont digestifs, qui sont ballonnements, les patients ne pensent pas aux problèmes gynéco. Par contre, les problèmes gynéco, c'est les sages-femmes, c'est les gynécologues, parce que les saignements, les patientes, elles n'ont pas forcément un médecin généraliste qui font la surveillance gynécologique. Hein. Donc voilà, le diagnostic n'a pas la même voie, pas le même voilà. Et du coup, les généralistes effectivement ont plus recours au scanner. Hein. En ville. Bonsoir. Je voulais revenir quelques instants sur le cancer de l'endomètre. Vous avez dit que c'était lié la plupart du temps effectivement à l'obésité. Quel est le meilleur moyen de prévention par rapport à ce cancer? Je pense que ça suffit pas de dire aux femmes qui sont en surpoids ou obèses en disant vous avez qu'à maigrir et puis ça va éviter les risques. C'est pas si facile que ça. Non, alors j'ai mis dans ma slide, hein, c'est un tiers, hein, c'est pas c'est pas là non plus la première cause. Il y a toute une partie des cancers de l'endomètre dont on ne sait pas l'origine, hein, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que l'obésité de manière générale devient un problème pour nous. Dans notre quotidien, on voit une grande majorité de patientes obèses et les
qui sont liés aux facteurs hormonaux qui, comme je vous disais, ben voilà, il y a une sécrétion hormonale excessive et ça favorise plein de cancers, dont le cancer du sein aussi, hein, beaucoup. Voilà. Alors dans la prévention, ben, c'est la prévention alimentaire, hein, voilà. Mais c'est essentiellement aussi l'exposition prolongée, c'est-à-dire que une patiente qui est obèse toute sa vie, elle sera, oui, elle, beaucoup plus à risque de développer un cancer vers l'âge de 70 ans qu'une petite jeune qui a un petit problème de surpoids à l'âge de 20 ans puis qui est réglé derrière. Enfin, ça, c'est pas, voilà, c'est pas un problème. Donc la prévention, elle reste principalement alimentaire, hein, voilà. Et l'activité physique. Et l'activité physique, bien évidemment. Et dans tous les cancers, ils ont dit la sédentarité est le problème de notre mode de vie. On est tous sédentaires. On prend notre voiture pour aller au boulot. On est assis à un bureau beaucoup, toute la journée. On bouge beaucoup moins que les générations précédentes. Et la sédentarité, déjà diminuerait un peu notre immunité, fragiliserait notre immunité. Et donc, ça peut peut-être une des voies qui expliquerait l'augmentation des cancers qu'on a dans notre mode de vie occidental. Donc oui, ça va avec le fait de se bouger. Et en prévention tertiaire, on le fait d'ailleurs pour nos patientes. On a montré que de reprendre une activité physique et sportive après cancer, ça diminue les récidives. C'est quand même incroyable. On diminue les récidives rien qu'en se bougeant. Donc il y a vraiment un rôle là-dedans, hein, ça c'est sûr. Ouais. Moi j'ai une question en ligne. La vaccination HPV est-elle recommandée après un test HPV+? Je te laisse répondre. Donc du coup, par définition, ce serait après 30 ans, j'imagine. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de précision. Alors, du coup, là, pour l'instant, les études montrent qu'il y a un réel bénéfice jusque l'âge de 26 ans, sachant que, comme l'a dit le docteur Poteau tout à l'heure, plus on vaccine tôt, plus c'est efficace. Au-delà de 30 ans, alors là, il y a des études actuellement qui sont en cours où, là, alors c'est pas après un test HPV+, mais c'est après conisation, où on n'a pas encore les résultats définitifs, mais on a des résultats préliminaires. Et finalement, ils montrent que... Enfin, c'est assez décevant en fait, qu'il n'y aurait pas de bénéfice réel à la vaccination comparativement à l'histoire naturelle de l'élimination du virus par notre propre immunité. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de faire passer le message, d'insister sur la vaccination le plus tôt possible, donc dès l'âge de 11 ans, plutôt que d'attendre et de le faire en rattrapage, notamment après 30 ans où je n'ai pas de chiffres en tête. Alors, on manque peut-être un petit peu de recul aussi, parce qu'en fait, les tests HPV, finalement, c'est assez récent. Hein. Et la vaccination, ça fait que 20 ans aussi. Voilà, et donc on manque sans doute du fait de l'histoire naturelle, du cancer du col et tout ça. Voilà, ce ne sont pas des choses qui se développent du jour au lendemain, hein, c'est l'exposition prolongée au papillomavirus. Donc je pense qu'on manque peut-être un petit peu de recul par rapport à ça. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Il y avait des premières études qui avaient quand même dit peut-être que ça vaudrait le coup de vacciner nos patientes qui ont été conisées. Et puis il y a d'autres études qui sont ressorties tout récemment en disant bon, il semblerait que ça ne serve pas à grand chose. Bon, voilà. Donc il y a pour l'instant des études contradictoires. On ne pourra pas répondre en fait très clairement à cette question. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais à mon avis, dans quelques années, on le saura. On le saura. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, on vous écoute. Prenez le micro. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du test HPV en autodépistage? Parce que moi, je suis médecin généraliste et en fait, les patientes qu'on a du mal à faire dépister, souvent, c'est des patientes qui ont été victimes de violences sexuelles ou où il y a eu un examen gynécologique traumatisant en début de sexualité et elles ne veulent plus, où il y a toujours, voilà, ce jour-là, elles ne veulent pas, elles ne sont pas prêtes. Enfin, il y a toujours une excuse pour ne pas faire le frottis quand on les voit. Et du coup, est-ce que là, il y a un intérêt pour cette patiente-là, contrairement au frottis en labo? Moi, je dirais que c'est mieux que rien, mais c'est pas l'idéal, parce que l'idéal, c'est de voir le col et de faire le frottis si le col est parfaitement normal, mais je pense que c'est mieux que rien. Alors, ouais, on sait que les patientes qui sont exposées au HPV très tôt, et entre autres dans les cas de viol, d'inceste, sont des patientes qui développeront plus de cancer que les autres. Hein. Donc, je pense que c'est pas inintéressant
C'est pas l'idéal, mais c'est pas inintéressant parce que entre ça et rien, limite, vaut mieux ça, oui. Et l'exposition très jeune à l'HPV, ça a été montré, hein, l'exposition très jeune à l'HPV peut entraîner des cancers dès l'âge de 25 ans. Ouais, ouais. Donc, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Plus de questions? Bon. Ah si, allez-y. Du coup, moi, je me posais la question, justement pour les victimes d'inceste, tout ça, mais est-ce qu'ils peuvent se faire vacciner quand même après avoir... parce que moi, je sais qu'à mon époque, par exemple, c'était pas possible. En fait, ils disaient que ça servait à rien de faire le vaccin, que c'était trop tard, en fait, entre guillemets. Et... Non, il est quand même recommandé de vacciner. Il y a un rattrapage quand même. Dans le rattrapage, ça a changé par rapport à il y a 20 ans que moi j'avais entendu en fait que c'était pas. Alors les recommandations ont toujours été celles que je vous ai exposées tout à l'heure. C'est juste que on disait qu'il était communément admis qu'il fallait se faire vacciner avant les premiers rapports sexuels, mais en fait, on pouvait aller jusqu'à 19 ans en rattrapage, hein, même s'il y avait déjà eu des rapports avant. Je pense qu'il faut surtout le faire, hein, même. Hein. Enfin, c'est fortement conseillé. Toutes les jeunes filles, et surtout celles qui ont été exposées, au contraire. Hein. Au contraire, il faut le faire. On sait que c'est un peu moins efficace si elles ont déjà été exposées au papillomavirus, mais il faut le faire quand même. Enfin, je crois qu'il ne faut pas se poser de questions. Ça reste quand même efficace. Filles et garçons. Ouais. Filles et garçons. Et vous allez en entendre parler, je pense, dans les prochaines années. On commence à tirer la sonnette d'alarme pour les tumeurs ORL chez les hommes. On en a beaucoup. Hein. Aux États-Unis, c'est explosif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'on a des papillomavirus qui sont plus virulents? Voilà. Mais les hommes développent... On n'en parlait pas des hommes parce qu'on pensait que c'était un problème gynéco. Hein. Voilà. Mais là, les hommes développent des cancers ORL qui sont graves, hein, qui sont des cancers difficiles à traiter, qui sont des cancers mutilants. Enfin, c'est une pathologie qui est très compliquée, hein, les cancers ORL. Et aux États-Unis, ils commencent à tirer la sonnette d'alarme parce que c'est chez des jeunes. Hein. C'est des cancers autour de 40 ans. Hein. Donc, comme le cancer du col, en fait. Hein. C'est des cancers chez des patients jeunes. Une petite dernière question, non? Bon, tout le monde en a marre. Si elles ont été vaccinées, parfois j'ai des jeunes qui viennent et qui ont eu 2 doses. Elles devaient avoir la 3e, elles l'ont ratée. Bon. On repart pas à zéro, quoi. Non, on repart pas à zéro. On reprend à partir du moment où elles se sont arrêtées dans leur schéma vaccinal. Si ils ont eu 2 doses, on fait la 3e. On même fait la 3e, après, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Ça s'arrête là. Ok. Alors, je regarde ce qu'il y a derrière. Moi, je voulais d'abord vous remercier infiniment pour cette présentation. Oui, effectivement, on part sur les prochaines conférences des rendez-vous Becquerel le mardi 18 novembre sur le cancer de la prostate, du dépistage à la surveillance. Le mardi 25 novembre, on parlera d'infectiologie. Et le mardi 16 décembre, on clôturera l'année des rendez-vous Becquerel en parlant dentaire et cancérologie. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre fidélité aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et nous vous invitons à nous retrouver donc dans la salle Agora au premier étage pour continuer les discussions et pour un moment de convivialité. Merci. Merci.